Coucou, deuxième partie du coup sur la dysphorie de genre, mirage de la transition. On va voir, pour l'instant, c'est pas terrible. Ce sont des enfants qui sont en souffrance. On peut tout à fait imaginer au contraire, et c'est ce que disent ceux qui ont fait le chemin en arrière, que des personnes en souffrance ont trouvé cette étiquette, cette construction, cette idée, enfin cette étiquette construite par les instances médicales internationales de la dysphorie de genre. Juste, la dysphorie de genre existe, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent avoir une dysphorie de genre alors qu'ils n'ont pas? Oui, c'est possible. Bref. Qu'ils ont collé sur leur mallette pour dire je comprends pourquoi je vais mal, je suis dysphorique, je suis trans, et donc j'ai. Oui, c'est possible. Et il y en a qui ont vraiment une dysphorie de genre. Tu vois, il y a par exemple, merde, je sais plus, Munchausen, je crois. Voilà. Alors, un trouble factice. Bon, non, c'est pas. Bref. Un trouble qui se définit comme la falsification de symptômes physiques ou physiologiques sans motivation externe évidente. Tu vois, ça existe. Donc, le syndrome de Munchausen se caractérise par le besoin de simuler une maladie ou un traumatisme pour attirer l'attention ou la compassion. Oui. Et c'est une maladie qui existe. Mais tu vois, il y a des personnes justement qui simulent des maladies, mais il y en a qui ont vraiment ces maladies, d'accord? Donc faut pas dire parce que oh là là, regardez, en effet, il y a certains qui simulent leur dysphorie de genre que c'est pas le cas pour tout le monde. Tu vois, il y a vraiment des gens qui souffrent de dysphorie de genre. Bref. Enfin une solution. Et vous évoquez dans votre livre... D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est que la transition, c'est pas quelque chose de magique en fait. La transition, ça sert à aider les personnes qui souffrent de dysphorie de genre. Point. Ça ne va pas régler vos soucis dans votre vie. C'est pas parce que vous avez fait une transition que pouf, votre vie va être incroyable du jour au lendemain. Non. On fait une transition parce qu'on se dysphorie de genre et c'est l'unique façon de résoudre ce problème. C'est quand vous avez la jambe cassée, bah vous faites un plâtre. Si vous n'avez pas de jambe cassée et que vous faites un plâtre, bah c'est con. Des groupes d'amis, des groupes souvent de jeunes filles dans le cas de transition de filles à garçons, où on a affaire à des filles qui peuvent souffrir d'anorexie, de troubles psychologiques, et qui vont trouver, peut-être, alors on parlait justement du poids de la société, qui vont trouver dans la transition, dans la transidentité qui est alimentée par les médias, la culture, qui vont trouver, alors pas un échappatoire, mais un exutoire peut-être, et du coup qui vont se précipiter là-dedans et après être accompagnés, etc. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce cas d'école de la jeune fille, jeune adolescente qui se fait embarquer Effectivement, ce qui a un peu motivé aussi l'écriture de ce livre, vous voyez, c'est que quand je parle avec des enseignants autour de moi, je me suis rendu compte que depuis 2-3 ans, à peu près presque chacun d'entre eux au lycée était confronté à la même typologie de cas, une jeune fille, à peu près par enseignant, qui soudain, sans signe avant-coureur, déclare qu'elle veut devenir un garçon, qu'en fait elle est un garçon. Et alors, quand on se penche sur ce phénomène, donc ça arrive en France depuis 3 ans, on se rend compte que ça a été décrit de façon extrêmement précise aux États-Unis et que ça a été défini, conceptualisé, comme étant un déclenchement rapide, ROGD, je me souviens plus de... Bon, en tout cas, c'est soudain, on a des jeunes filles qui disent que elles sont des garçons. Et ce qu'on observe aussi, et là où la chercheuse en question, Lisa Littman, dit qu'il s'agit probablement d'une contagion sociale, parce qu'elle observe que ces jeunes filles, généralement, ou très souvent, de façon en tout cas statistiquement improbable, se connaissent entre elles. Ce sont des groupes, et qu'elles ont toutes le même... elles racontent toutes la même chose, c'est-à-dire ce sont des jeunes filles qui sont tombées sur des réseaux sociaux, où ensuite elles ont rencontré des gens qui les ont encouragées, et qui leur ont donné un sentiment d'appartenance à une communauté où elles se sentaient exister. C'est possible qu'il y ait justement une diffusion sociale et que oui, justement, oui, c'est possible. Je ne suis pas là pour dire le contraire. Et c'est justement d'autant plus crucial d'expliquer ce que c'est que la dysphorie de genre, justement pour expliquer et que leur dire être trans c'est nul en fait. C'est tout, enfin c'est pas un groupe, c'est juste pour faire ce qu'on peut pour vivre quoi. Donc oui, il y a des personnes qui vont se faire influencer. Et... Oui. Mais c'est comme tout. En fait, là, vous faites... Attends, j'arrive ici. En fait, vous faites la... Merde, je vais y arriver. En fait, vous prenez un exemple et vous l'appliquez à l'ensemble. Oui, il y a des filles qui se font peut-être influencer.
Et il y en a d'autres pour qui il y a effectivement une vraie dysphorie de genre. Donc faut arrêter de prendre tous les cas à la même enseigne et essayer de voir les différences. Enfin, bref. Et là, sur le réseau social Reddit donc, des trans, qui est suivi par 35 000 c'est un personnes groupe aujourd'hui, sur Reddit, ce réseau, Reddit. voilà, qui est très intéressant. Il y a des témoignages, j'en lisais encore un hier, d'une jeune fille qui, effectivement, bon, comme des centaines de celles qui témoignent, parce que très souvent ce sont des filles, mais il y a aussi des garçons, disent que, elle disait, cette jeune femme, que ce qui l'avait motivée à faire ce chemin, c'est qu'elle avait le sentiment de n'appartenir à rien, de n'avoir aucune appartenance, d'être un peu en apesanteur. Et que ça lui donnait l'impression d'appartenir, de ne plus être toute seule, en fait. Et c'est vraiment, c'est assez malheureux. Et donc, ces jeunes filles, ensuite, s'encouragent dans cette haine de leur féminité, dans cette idée qu'elles seraient beaucoup mieux garçons. Et il y a une espèce, et puis voilà, elles trouvent des moyens pour avoir de la testostérone, elles se filent les bons plans, les bonnes adresses de celui qui va, effectivement, le bon chirurgien, etc. Oui, c'est possible. Mais là, vous faites juste un exemple. Et puis voilà, enfin, si vous dites, oui, bah oui, c'est comme tout, enfin, au bout d'un moment, il y a des dérives partout. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et oui, vous citez une cause, vous expliquez que l'hypersexualisation de la société, la pornographie qui est très présente et de plus en plus jeune, souvent dans ces tranches d'âge, cause chez ces jeunes filles un rejet de la féminité, car elles voient ça comme une aliénation, elles voient la partie aliénée de la féminité. Est-ce que c'est l'hypersexualisation ou c'est un rejet de la féminité aussi, la féminité très construite, très normée des sociétés dites patriarcales ? Alors, bah il y a un énorme problème en fait justement à ces trucs qui sont très normés en fait. Et c'est ça le le plus grand problème, c'est qu'on se retrouve avec des trucs tellement normés que en fait des personnes qui se retrouvent pas dans la norme, bah vont se dire bah au final je fais une dysphorie de genre, alors que non. Ce sont juste, par exemple, des hommes qui sont des des trucs différents de la plupart des hommes, mais c'est tout, qui n'ont pas forcément de dysphorie de genre. Bref. C'est quand même un beau paradoxe, hein, à mesure que nous sortons de la société patriarcale, ou en tout cas en apparence, hein, on dirait qu'elle c'est toujours là souterrain, effectivement, on pourra en discuter, mais à mesure que les femmes se libèrent du chemin de l'oppression patriarcale, à travers l'avortement, etc., le travail, l'accès a priori aux postes de responsabilité, eh bien, plus cela arrive, moins elles ont le désir d'être femmes, et plus elles désignent un oppresseur. C'est quand même un beau paradoxe. Non. Pourquoi vous faites... Ça, c'est ce que vous pensez, c'est ce que les autres ressentent. Mais non. Non, non et non. Et c'est justement parce que on a trop mis des normes sur la féminité, et il y a des femmes, en fait, qui se retrouvent plus dans ces normes. Je pense que et ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Je ne défends pas ici le patriarcat, mais ça n'a rien à voir, à mon avis, avec le patriarcat, puisque ça ne s'observe pas dans les sociétés patriarcales. Ce qu'on observe plutôt, c'est que ce sont à chaque fois, et quand on regarde la sociologie de ces jeunes filles, moi j'ai fait quelques enquêtes sur le sujet, et j'ai parlé à des parents, j'ai parlé à des enseignants, et bon, et qu'est-ce qu'on observe, c'est que le plus souvent, ce sont des jeunes filles ou des jeunes garçons, plus de façon moins importante, qui appartiennent à des classes sociales aisées, où les mères sont a priori libérées. Donc, que se passe-t-il ? En réalité, ce sont des personnes qui ont intériorisé un discours féministe qui est victimaire et totalement... dévalorisant pour la féminité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un féminisme qui en arrive... Quoi ? Au point que les jeunes filles se disent que ce qui pose problème, en réalité, c'est leur féminité elle-même, hein, c'est la cause même de leur oppression, et en tant que femmes, elles seront toujours victimes de l'oppression. On a quand même ce sentiment-là, qu'il faut que ces jeunes filles soient des garçons comme les autres, pour pouvoir échapper à cette malédiction d'une féminité qui n'est que malheur, qui n'est... Alors, je sais pas, concernant cette pseudo-psychologie un peu de comptoir, mais... Enfin, de toute façon, c'est prouvé, enfin... Je vais pas dire ça, mais... en tant qu'homme, vous avez plus de chances de réussir qu'en tant que femme. Enfin bref, on va pas passer des mois là-dessus, mais bref. Mais ce n'est pas parce que...
Enfin, ce n'est pas enfin, c'est pas un symptôme de dysphorie de genre, en tout cas. C'est pas parce que vous pensez qu'en tant qu'homme, la vie serait plus facile que vous avez une dysphorie de genre. Enfin, bref. Infériorité, etc. Il y a ça. Et puis il y a de l'autre côté, effectivement, une société extrêmement sexualisée, avec une représentation de la sexualité qui, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, et qui est très, très brutale. Et effectivement, ces jeunes filles disent aux psys qui ensuite le rapportent, c'est des choses que vous pouvez tout à fait sourcer, et elles le disent également... dans les témoignages qu'elles font, quand vous tombez sur les idées des transitionneurs, sont des filles qui ont aussi été traumatisées par la vision que la pornographie donnait de la sexualité et de leur féminité. C'est possible. Et l'étau est d'autant plus fort qu'il y a une partie du féminisme qui revendique le droit à cette... par exemple, les travailleuses du sexe sont très valorisées chez un certain féminisme. Par exemple, la valorisation du twerk, du body positivisme. C'est exactement ça. Elles cherchent un échappatoire, en fait. Ah, on est encore dans la diabolisation et c'est fatigant. Oui, il y a des problèmes, il y a des contenus qui vont être pornographiques, qui peuvent être trop violents, etc. Oui, c'est possible, mais on peut très bien faire du sexe qui soit plus proche de la réalité, qu'on fasse du porno et des choses comme ça, justement, qui peut apprendre aux personnes, peut-être à des adolescents, etc., pour voir à peu près, à des adultes, comment ça se passe réellement dans la vraie vie, tu vois. Il n'y a pas d'un côté le porno c'est mal ou le porno c'est bien. Non, c'est comme tout. En fait, c'est... Enfin, tu vois, le porno c'est juste des gens qui se filment en faisant l'amour. Et donc on peut très bien faire des choses qui peuvent être très bien, qui peuvent être pour apprendre la sexualité, etc. Comme des choses nulles. Faut arrêter avec ce truc juste de dire le porno c'est mal, c'est complètement stupide. Oui, il y a des sites et il y a du porno qui est destructeur, mais on peut faire justement du porno qui soit plus instructif, etc. Ça existe. Bref, donc faut arrêter de penser que le monde est soit blanc, soit noir. Qu'est-ce qu'on leur propose exactement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? À quelle image peuvent-elles s'identifier ? Elles ont d'un côté leur mère qui travaille effectivement comme une folle à l'extérieur et chez elle. Elles ont un discours à l'école qui passe son temps à leur expliquer que depuis des temps immémoriaux, elles sont des victimes, elles seront toujours des victimes. Non, enfin bref. Il faut arrêter avec ce truc victime en fait, c'est juste enfin, c'est lourd. Ah, ça s'appelle le truc de toute façon, c'est... Non. Ce qui est important quand on parle de patriarcat, c'est qu'on parle vraiment de valeurs et des valeurs qui vont favoriser les hommes au dépit des femmes. Mais ça veut pas dire que toutes les femmes vont être dévalorisées, ça veut dire que tous les hommes vont être mis en valeur. Vous voyez, c'est nettement plus nuancé que ça. Donc juste dire les femmes sont que des victimes, non, c'est faux. Il y a des femmes qui sont victimes, point. Et on dit justement que la société va mettre en avant les hommes en dépit des femmes. Voilà. Mais bon, ça a l'air impossible de discuter avec eux. De toute façon, je sais pas. Ils sont tous en train de... Je sais pas, juste leurs modèles sont tellement simplistes qu'ils essayent même pas de voir quels sont les... épouvantable, que les hommes sont horribles. Bon, c'est quand même assez angoissant, enfin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous expliquez que en tout cas que le problème de fond est peut-être celui du refus de la différence sexuelle, dans ce cas plus profonde. Est-ce que malgré La différence sexuelle... Déjà, on parle de genre... Ensuite, oui, il y a une différence biologique, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une différence comportementale innée ? C'est possible, mais c'est ce qu'on voit aussi, qu'il y a énormément de différences qui ont été induites par la société. Et est-ce que ces différences induites par la société sont justes ? Pas forcément. Enfin bref, et puis c'est... on se rend compte qu'au final, les hommes et les femmes, oui, il y a des choses qui les différencient, mais au final, ce sont pas non plus deux espèces différentes, tu vois, elles arrivent très bien à se comprendre, et on peut voir, en fait, en fonction de l'éducation,
on peut voir qu'il y a des femmes qui vont plutôt se pencher vers des trucs qui sont notamment plutôt penchés vers les trucs masculins, et on se rend compte finalement que les intérêts, les choses comme ça, au final, c'est surtout induit par nos sociétés et comment nos parents nous ont passé nos connaissances aussi. C'est ça qui change beaucoup les choses. Et juste se dire, oui, il y a des changements juste parce que vagin, pénis, au bout d'un moment, c'est très limité, tu vois. Pour essayer en fait de chercher comment fonctionne quelqu'un, il y a deux choix. Soit vous faites un peu comme eux qui vont dire, oui, c'est une femme, donc du coup, elle agit comme ça, super. Enfin, au bout d'un moment, quand ton modèle, t'as qu'une seule variable, tu vas pas aller très loin. Alors si tu te dis, effectivement, c'est une femme, elle est née dans telle région du monde, elle a avec tels parents qui ont telle religion, qui ont tel parcours, elle est allée dans tel collège, dans tel lycée, elle fréquente tels amis, elle a fait, ce qu'elle a lu, etc. Bref, soit on a un système où on a un ou deux valeurs qui vont changer, ou soit on a un système où on se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de facteurs. Et la réalité, c'est que c'est très complexe. Voilà. Et donc, chaque personne va évoluer avec tellement de facteurs qui sont tellement différents que juste se dire, les femmes elles réagissent comme ça, c'est complètement stupide. Enfin bref, c'est comme si je disais, les chiens... ils ont tous le même comportement. Non, on voit qu'il y a des comportements qu'on retrouve parmi les chiens, même parmi des espèces ou des races, et qu'on retrouve des comportements similaires parmi des races, mais il y a des différences entre chaque chien, vous voyez. C'est plus complexe que ça, bref. Pensée de la science, maintenant on découvre que on est sexué jusqu'au bout de nos cellules, puisqu'il y a des chromosomes Y, X, etc. Les chromosomes sexuels X et Y. Et on va parler aussi de ça, ce n'est pas que la forme qui compte en fait, c'est surtout quels sont les gènes qui marchent et qui fonctionnent. Parce qu'il y a très bien des personnes qui vont avoir des chromosomes sexuels XX et qui vont avoir un pénis, et bref, c'est plus complexe que ça. Mais effectivement, dans la majorité des cas, XY on parle sur les mâles et XX sur les femelles. Comment ça se fait qu'il y a encore cette négation du fait qu'on est déterminé par la biologie, en partie aussi par le fait social. Ce discours scientifique n'a aucune prise sur les endocrinologues, les médecins pro-transidentité entre guillemets. Si, ils le savent ça en fait. Et tu vois, c'est justement parce que ce qui change, c'est, je sais pas si vous avez compris, mais il y a vraiment des études qui ont fait des scanners et des IRM du cerveau de personnes, femmes trans, etc., de différentes personnes, et ils ont vu que le cerveau des femmes trans était nettement plus similaire aux femmes cis qu'aux hommes cis. Donc, on se dit, oui, et que les personnes qui souffrent des dysphories de genre, c'est un trouble qui va être neurologique, et donc qui ont du coup des cerveaux qui ne sont pas... des cerveaux dans le mauvais corps. Et donc c'est quelque chose de biologique, c'est de la science. Voilà. Et puis même personne ne dit qu'il y a des différences entre les individus. Oui, les différences entre le sexe, genre, bref, il y a plein de choses. Et je pense que, en fait, il y a des personnes qui disent, les chromosomes définissent tout. Voilà, comment on va être, etc. Et d'autres personnes qui se disent, oui, la biologie a un impact sur l'individu qu'on est, mais le social a énormément plus d'impact. Enfin bref. Alors, c'est effectivement quelque chose d'assez fascinant, à quel point un discours médical peut s'imposer de façon totalement indépendante des données de la science, qui dit qu'effectivement, les corps sexués existent. Les corps sexués existent. Bon, alors, il y a toute une idéologie, et là, effectivement, il y a toute une pensée qui s'appuie sur ce qu'on a appelé en France, façon maladroite, la théorie du genre, qui sont les études sur le genre de Judith Butler dans la filiation de ce qu'elle a appelé la French Theory, c'est-à-dire la façon dont elle relie Foucault et consorts.
Et donc, dans cette filiation-là, pour Butler, il n'y a pas de sexe. Le mot femme ne veut rien dire. Il n'y a pas de femme. La notion de femme est une construction qui place le féminisme dans une impasse, parce que ça interdit aux militants d'envisager la complexité des luttes. Donc, c'est la notion d'intersectionnalité. La femme n'existe pas. Il y a une femme éventuellement noire qui a grandi dans telle partie, etc., et qui est homosexuelle. Voilà. Donc, et là, on arrive à une catégorie qui signifie quelque chose. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Ce sont des constructions sociales qui sont construites par un système qui s'appelle, les militants appellent le système cis hétéronormé, qui est en fait, ressemblerait à une immense conspiration pour nous imposer l'hétérosexualité obligatoire à tous. Ah non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à à travers les sociétés, les religions, il y a des normes qui ont été promulguées petit à petit, parce que ça paraît con, mais par exemple, en Rome antique, des personnes homosexuelles, c'était pas un problème, mais c'est qu'à travers les siècles et à travers la civilisation, avec le catholicisme, des religions justement monothéistes, qui vont être très contre justement les personnes homosexuelles, et dont qui vont forger en fait ce truc qui vont forger ces normes. Et en fait, je pense que ces personnes n'ont pas... Enfin bref. On a ce côté, oui, un homme... on a ce côté... Enfin, de toute façon, le mot femme est à la fois basé sur des choses biologiques et sur des choses sociales. Et quand on parle de femmes dans nos pays occidentaux, on n'a pas les mêmes constructions sociales du mot femme en France que dans d'autres pays. Vous voyez ? Et donc, ce qui prouve bien qu'il y a une construction sociale autour de ce genre. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a un bout biologique et un bout social. C'est indifférencié. Et c'est pas un truc du complot, en fait. C'est à travers les siècles et à travers les civilisations, on a placé ces normes parce que ça convenait à la majorité des cas. Et que dans la majorité des cas, ça posait pas de problème. Il n'y a pas de théorie du complot, je sais pas quoi. C'est quand même pas très compliqué de se dire, oui, au bout de 2 siècles de catholicisme, justement, une religion qui accepte plutôt juste les personnes hétéros et pas les autres sexualités, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les normes vont faire que toute personne qui sera non hétéro va plutôt être mal vue. Et donc, ce que ces militants estiment, c'est qu'il faut déconstruire cette idée qu'il y a des sexes. Non, il y aurait un continuum. Le corps est une construction qui se déploie dans l'histoire et qui vous appartient en propre, et il n'y a pas d'assignation comme ça à un sexe ou l'autre. Est-ce que c'est le poids de cette idéologie déconstructiviste, de la queer, théorie du genre, etc., queer théorie, est-ce que c'est le poids de cette idéologie Vous confondez tout, c'est lourd. Qui a fait qu'on en est arrivé à la dépathologisation de la dysphorie de genre. Est-ce que l'idéologie a eu un vrai poids là-dedans ? Probablement. Ce qui a surtout eu de l'influence, c'est la continuité, c'est l'exemple de l'émancipation ou des luttes gays. Qu'est-ce que vous racontez ? Ce qui s'est passé, on a sorti du DSM, du manuel des troubles psychologiques, l'homosexualité, en disant que ça n'était évidemment pas un trouble. Ensuite, sur le même modèle, la transsexualité, ce qui est passé, qui est devenue la transidentité, a voulu faire le même chemin vers la dépathologisation. Pourquoi la dépathologisation ? Parce que s'il y a pathologie, il y a norme. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même, ça veut dire qu'on accorde effectivement à ces personnes de changer de sexe, mais parce qu'elles sont dans une situation qui n'est pas la norme. Donc, il y a tout reste ce que s'appelle le stigmate, la stigmatisation. Vous n'êtes pas normaux. Enfin, cette idée-là, c'est impossible de dire que je ne suis pas dans la norme. Il n'y a pas de norme. Arrêtez avec vos trucs à la con, c'est lourd. Non, et d'ailleurs, quand on parle de dysphorie de genre, on parle pas que des personnes qui vont faire vers des transitions vers les hommes et femmes, mais aussi vers tout ce qui va être non-binaire. Voilà, c'est plus complexe que ça. Bref, et ça n'a rien à voir avec... bref, l'homosexualité, bref, ça n'a rien de différent. Mais oui, c'est tout à fait normal que l'homosexualité ne soit plus vue comme un trouble.
Parce que c'est pas un trouble, tout simplement, c'est juste une attirance sexuelle. Que je me sente acceptée, pour que ma souffrance cesse, disent ces personnes-là, il faut qu'on cesse de me dire que je souffre. C'est ce que dit Judith Butler, disant il n'y a rien de plus qui ne provoque autant de souffrance que de vous dire sans cesse que votre vie ou votre identité ou ce que vous êtes est source de souffrance. Arrêtez de dire que ça fait souffrir. C'est horrible, c'est parce que vous dites que ça fait souffrir qu'il souffre. J'ai des doutes, quand même. Non, quand on vient de mégenrer, bref, quand on vient m'insulter parce que je suis trans, ouais, c'est trop. Ouais, c'est parce que je... Enfin bref. Ces personnes confondent tout, c'est lourd. Ouais. Alors déjà, bon, je vais encore continuer un peu. Mais là, on est passé dans un discours idéologique, du coup, si on a voulu extraire la transidentité des pathologies. En réalité, c'est le... Mais qu'est-ce qu'on veut dire par oui, la transidentité, c'est une pathologie, oui. C'est comme ça, il y a des personnes qui souffrent de dysphorie de genre. D'ailleurs, le terme trans n'est pas vraiment un genre en fait en soi, c'est juste dire qu'on n'est pas d'accord avec son genre d'origine, mais c'est pas une identification en soi. Enfin bref. On a fait le chemin à l'envers. C'est-à-dire, soit on procède ainsi. On commence par faire un diagnostic, on étudie, on regarde ce qui se passe, et ensuite, on donne un diagnostic. Là, c'est l'inverse. Il faut d'abord, l'objectif qui est donné, c'est d'abord de permettre la déstigmatisation. C'est permettre à ces personnes de vivre sans ce poids de la normalisation, sans le contrôle des médecins qui, eux, du coup, garderaient dans ce cas-là le pouvoir sur vous. Non. D'où tu tires ça en fait? Non, c'est complètement crucial. Et même en France, je sais pas d'où tu tires ça, mais pour pouvoir avoir accès à des hormonothérapie, tu dois passer par un psychiatre, etc. Enfin, il y a des procédures à suivre. C'est pas juste, hop, je me change de genre et puis paf, non. Justement. Et enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais si tu dois payer de ta poche les hormones, les opérations, etc., ça va être compliqué. Et donc, si tu veux avoir une ALD, et donc pouvoir que ces soins soient pris en charge, tu dois justifier ta dysphorie de genre. Donc, oui, les médecins font le diagnostic. Et heureusement, en fait, c'est pour éviter justement que des personnes fassent une transition et développent une dysphorie de genre par la suite. Mais juste là, t'es en train de dire oui, maintenant, j'ai médecin, j'ai rien, etc. Mais c'est complètement faux de dire ça. Le pouvoir de dire si oui ou non vous êtes trans. Et ces personnes-là, pour elles, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement difficile. Et donc, il faut que ça saute. Et donc, c'est un système à l'envers. C'est parce qu'il faut que ça saute, c'est parce qu'il faut que ça entre dans la norme, qu'on en arrive à dire que ce n'est pas un trouble psychologique, ce n'est pas... Non, ce n'est pas un trouble psychologique, c'est un trouble neuronal, mais bon. C'est une, alors je ne sais plus le terme qui est utilisé, mais c'est une variante possible de l'identité sexuelle. Alors on va aborder, si vous voulez, le cas des enfants transgenres. Alors ils peuvent être diagnostiqués assez jeunes. Faut que ça saute. Bref, je vais finir cette deuxième partie, on va parler des enfants transgenres, je crois, à la suite. Là, je vous fais des bisous et une prochaine bisous.